nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude, le haut potentiel intellectuel ou HPI, aussi appelé surdoué. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas psy et que je ne détiens pas la vérité générale. Donc pour vous parler de ce sujet, je me suis appuyée sur les écrits de quelqu'un de qualifié et sur mon expérience personnelle. D'ailleurs, les exemples que je vais citer dans cette vidéo, c'est pas parce que j'ai envie de parler de moi ou de raconter ma vie, c'est surtout pour que vous ayez des exemples concrets et que la vidéo soit le plus vrai possible. Mon but n'est pas de faire de la désinformation, bien au contraire, faire des petites erreurs, c'est pas du tout voulu. Cette vidéo va être divisée en plusieurs axes. Pour commencer, on va débunker les clichés sur le HPI et expliquer qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va voir comment se développe un enfant HPI et dans la continuité, comment est-ce que l'on vit le fait d'être HPI au quotidien. Pour finir, je reviendrai sur la façon dont l'entourage d'un HPI peut venir l'aider avec quelques conseils. Cette vidéo est un nouveau format qui s'appelle la Sparks Academy. C'est donc une série de vidéos qui va regrouper tout ce qui va parler de psycho et il va aussi y avoir la Fake School qui va être une série de vidéos aussi dédiée à l'ésotérisme. On verra ça bientôt. Donc HPI c'est quoi? Eh bien vulgairement ce serait le fait d'avoir un QI plus élevé que la moyenne. Et c'est comme ça qu'on le diagnostique d'ailleurs. Mais en vrai de vrai, et vous commencez peut-être à le comprendre, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo justement. Être surdoué, c'est d'abord une façon différente d'être intelligent, mais ça ne veut pas dire plus intelligent que les autres. C'est un fonctionnement différent et une perception du monde et des autres qui se trouve être atypique. Mais ça veut dire avoir une intelligence, une perception, des ressources et des capacités d'analyse d'une qualité différente. Il ne faut pas confondre le qualitatif et le quantitatif. Les personnes HPI ressentent souvent cela comme le fait d'avoir un cerveau hyperactif et bouillonnant. J'arrivais pas à mettre des mots là-dessus jusqu'à ce que mon ami me dise que dans sa tête il faisait trop chaud et que c'était trop serré. C'est exactement ça. Pour ce qui est des clichés et des idées reçues sur le HPI, je vais commencer parce que j'ai l'impression que les gens oublient le plus souvent. Être surdoué ne traduit pas uniquement une différence sur le plan scolaire. Par exemple, et vous l'avez tous déjà entendu ou tous connu une personne dans cette situation, les surdoués sont souvent en décrochage scolaire. Et oui, ça arrive. Donc ce que l'on oublie, c'est que cela traduit également une différence sur le plan relationnel et social. Et oui, une personne HPI ne possède pas et n'a parfois pas les mêmes codes sociaux. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Ensuite, les appellations surdoué ou HPI induisent énormément en erreur. Je m'explique. Surdoué, ça laisse entendre plus doué que les autres. Limite avoir un don. Et haut potentiel induit le fait d'être voué à de grandes choses et de grandes réussites dans la vie. Cela pose donc problème d'abord pour les personnes extérieures qui vont s'empresser de catégoriser les HPI et de les faire passer pour des personnes qui se vantent d'être plus intelligents que les autres. Mais cela crée aussi un problème pour le concerné, puisqu'il ne se reconnaît pas forcément dans cette idée de grandeur. Bien au contraire, cela va l'amener à regarder sa vie et à se dire qu'il ne se reconnaît pas du tout là-dedans et qu'il n'a pas réussi de grandes choses. Il n'a pas fait ce qu'il faut, ce qu'on attend de lui. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a certaines personnes HPI qui sont très épanouies en ayant fait des grandes choses ou le contraire. Mais alors maintenant, puisqu'être HPI ou surdoué, comme vous préférez, c'est une différence, comment est-ce que ça se passe chez l'enfant? Déjà, chez l'enfant surdoué, il y a un sentiment général d'incompréhension assez douloureux. C'est dû à 4 différences de fonctionnement importantes. Les modalités d'apprentissage, les comportements, les relations aux autres et les réactions affectives. Mais reprenons depuis le début. Déjà, l'enfant HPI va parler très tôt. Même si ce n'est pas le cas, il ne va pas passer par la case langage bébé. Il va directement avoir un vocabulaire très enrichi et poser énormément de questions. On remarque très vite ce besoin de tout comprendre et ça persiste aussi à l'âge adulte, d'où l'importance de répondre à ces questions. Ensuite, l'enfant HPI va tomber dans une recherche poussée de soi et du monde qui l'entoure. Et cela va vite amener à l'envie de lire. Bien souvent, les parents ne vont pas vouloir le laisser apprendre à lire plus tôt, de peur qu'on leur dise qu'ils essayent d'en faire un singe savant. Au contraire, laissez-le lire, c'est très important. Par contre, cela n'empêche pas qu'il y aura toujours une différence. Par exemple, moi, en entrée en CP, j'avais déjà appris à lire avec des bouteilles d'eau, des étiquettes, des publicités, etc. Et en arrivant en CP, j'ai directement été mise à l'écart parce que je savais déjà lire et en fait la prof ne m'a rien fait faire pendant que les autres apprenaient à lire. Je faisais juste des dessins et je devais attendre. Tout de suite j'ai été mise à l'écart en fait et c'est par là que peut commencer le rejet de l'enfant HPI. Bien sûr, si vous suivez, l'étape suivante va être l'école et avec elle ses difficultés. Quand on est surdoué, on a beaucoup de mal avec les choses implicites, le fait de devoir noter des choses qui pour nous sont des évidences, les questions trop larges ou encore le fait de devoir justifier une réponse. En gros, un problème d'intégration du système scolaire. Vous comprenez donc que loin de nous se trouve l'image de l'intello de service parfait, puisqu'il n'est pas du tout rare chez les personnes HPI d'avoir des troubles de l'apprentissage et le chiffre est plutôt étonnant. Il y a un quart des HPI qui sont dyspraxiques et dyslexiques,
et plus de 10% qui ont un trouble de l'attention. D'ailleurs, c'est sûrement mon cas. Malheureusement, tout ça engendre l'ennui puisque le fonctionnement de l'école et la méthode d'apprentissage n'est pas adaptée au HPI. Et c'est là que commencent les fameux « peut mieux faire » dans les bulletins. Mais ce n'est pas fini, non, parce qu'à l'école, il y a aussi le facteur des autres et de la rencontre avec eux. C'est un point qui pose énormément de problèmes au HPI, et moi-même j'en souffre encore, puisque d'ailleurs c'est la première année en fait que je m'intègre dans une classe et dans un groupe d'amis dès la rentrée, sans passer par 4 chemins, et je suis en études supérieures, donc c'est dire le temps que ça m'a pris. Et quand on est à cette place, il y a un sentiment déroutant qui s'empare de nous. C'est le sentiment d'avoir l'impression quelque part d'être pareil que ces autres enfants, tout en ayant conscience de ce décalage qu'il existe avec eux. Un gros décalage même parfois. On est alors catégorisé comme étrange, et nous-mêmes on a l'impression d'être bizarre. Et en plus, faut pas oublier que là-dessus on doit rajouter le côté des émotions et des réactions démesurées. Je vais m'expliquer en utilisant un exemple personnel. Quand j'étais en CM1, CM2, je saurais pas vous dire exactement, il y avait un élève très perturbateur dans ma classe. Et à 2 reprises, on a eu des altercations. La première fois, ça a été un jour où il nous a manqué de respect. Il y avait d'autres personnes à ce moment-là. Ces autres personnes se sont énervées un peu contre lui, mais de façon normale entre guillemets. Elles ont exprimé leur mécontentement, ça s'est arrêté là. Mais moi j'ai vécu ça comme une réelle injustice. Vraiment, je l'ai très mal vécu, il avait pas à nous manquer de respect comme ça, et je débordais d'émotions, j'en pouvais plus, alors je me suis énervée contre lui et je lui ai mis un coup de pied. Suite à quoi, je me suis fait gronder moi aussi, et j'ai dû m'excuser, chose que je n'ai jamais faite, puisque je ne voyais pas pourquoi je devais m'excuser. Pour moi, ce n'était pas moi qui étais en tort. Ensuite, deuxième anecdote, la prof avait quitté la salle et elle nous avait dit « Faites votre exercice et si quelqu'un se lève ou fait des bêtises, marquez son nom au tableau, comme ça je saurai ce qui s'est passé. » Méthode scolaire qui laisse à revoir, on est d'accord. Et donc, cet élève perturbateur se lève et il commence à parler, à déconcentrer tout le monde. Et moi, du coup, comme la règle imposée c'était de marquer au tableau ceux qui sont perturbateurs, et ben je me suis tout de suite levée sans me poser de questions pour aller écrire son nom. Et même les autres élèves désapprouvaient parce qu'ils voulaient pas qu'il dise d'histoire, ils disaient mais non c'est pas la peine, on s'en fout. Et pour moi il fallait que je respecte la règle, c'était dit comme ça, donc j'allais le faire. Donc je vais écrire son prénom et du coup il commence à s'en prendre à moi, à essayer de m'arracher la brosse des mains, de vouloir effacer le tableau, il efface, je réécris, vous voyez à peu près la scène. Et on en vient aux mains, et il en vient à me pousser, à me faire assez mal au bras. Et à ce moment là la maîtresse rentre dans la classe, et moi qui pensais enfin avoir justice, en disant que c'était moi qui l'avais aidé et que j'avais fait ce qu'elle m'avait demandé. Je suis tombée de haut puisqu'elle nous a engueulés tous les deux et on s'est tous les deux pris 1 heure de retenue. Et j'ai vécu ça comme une réelle injustice, vraiment, ça m'a marqué. Rien d'en parler aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Mais en fait, ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que j'étais catégorisée de la même façon que lui. Et oui, on était tous les deux à l'écart et tous les deux différents. Mais lui aussi, en fait, il avait des problèmes et il n'y pouvait rien. Donc au final on était à peu près au même niveau, et ça je m'en rends compte aujourd'hui, avec énormément de recul. J'ai juste pas développé la partie de l'adolescence puisque je m'en souviens que vaguement, et en plus à ce moment là de ma vie il y a d'autres éléments qui ont fait que je me suis détachée du côté scolaire et du côté social, donc ça n'aurait pas de rapport et je risque de dire des choses qui ne sont pas vraiment en lien avec le sujet. Donc en gros, avec tout ce que j'ai cité, on comprend bien que pour le parcours scolaire d'un enfant surdoué, ça amène à la perte de confiance en soi, au décrochage scolaire, la catégorisation, etc. Bien sûr, c'est pas le cas dans 100% des cas, on est d'accord. Alors dans cette partie, on va passer en revue la plupart des choses qui illustrent le fonctionnement d'un cerveau atypique au quotidien, afin que vous puissiez un peu mieux comprendre et vous imaginer. Ne vous inquiétez pas, je vais rester dans des termes faciles et compréhensibles, même si il va y avoir un petit peu de science là-dedans. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'on ne peut pas stopper notre pensée. On pense à 1000 choses à la fois, et si vous croisez des personnes HPI, vous entendrez sûrement le fameux « j'aimerais pouvoir mettre mon cerveau sur pause ». Ouais, j'aimerais bien pouvoir. Ensuite, le cerveau HPI ne possède pas ce que l'on appelle l'inhibition latente. En fait, tout simplement, l'inhibition latente, c'est un processus qui permet de trier les informations intérieures et extérieures. Par exemple, si vous entendez un bruit ou sentez une odeur, votre cerveau va catégoriser cette info comme inutile et vous allez juste vous y habituer. Chez les HPI, ça marche pas. Pratique. Ça nuit à la concentration et ça peut même aller jusqu'à créer une hypersensibilité. Petit aparté sur l'hypersensibilité, je tiens à préciser qu'on ne peut pas se dire hypersensible, puisque ça voudrait dire hypersensible à tout. Et si on est hypersensible à tout, on peut pas vivre en fait. Donc on va plutôt dire une hypersensibilité au niveau des émotions ou une hypersensibilité aux odeurs. Vous avez compris le principe. Moi, en l'occurrence, j'ai une certaine hypersensibilité au bruit. Par exemple, s'il y a une alarme, un tic-tac d'horloge, ou encore pire, s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps ou plusieurs bruits à la fois,
je vais totalement péter les plombs en fait. Par exemple, je supporte pas la fête foraine parce que j'ai l'impression que tous les bruits différents viennent tous jusque dans mes oreilles et me taper sur le système. Et je suis totalement incapable d'expliquer ou de parler de quelque chose s'il y a un bruit perturbateur. Ça m'arrête net dans ma phrase et je suis totalement déconcentrée. Et quand c'est vraiment des choses répétitives, beaucoup à la fois, je vis un peu ça comme une agression en fait. Autre truc différent dans notre petit cerveau surdoué, ça va être les histoires d'hémisphère gauche et droit. En gros, dans le cerveau, il y a une partie qui s'occupe de la pensée linéaire et une partie qui s'occupe de la pensée en arborescence. Donc, linéaire, ça veut dire tout droit. En arborescence, ça veut dire comme un arbre qui va faire plein de branches qui partent dans tous les sens. Pour illustrer ça, si on nous donne un problème de maths, on va sortir la réponse et on va être incapable de pouvoir donner l'explication, de dire comment est-ce qu'on est arrivé au résultat. On le sait, c'est tout. Et lorsque l'on nous donne une phrase ou que l'on essaye d'expliquer quelque chose, ça va être des images et des associations d'idées qui vont venir dans notre tête à la place des mots et des phrases. Ceux qui me connaissent savent que je galère souvent à expliquer ce que je veux dire en fait, ce qu'il y a dans ma tête. Ça en devient très brouillon et des fois même les gens ne comprennent juste plus ce que j'essaie d'expliquer. Sachez que c'est hyper frustrant et que ça aide pas pour les problèmes de communication. Donc comme dit la citation, trop penser élimine la pensée. Un dernier exemple de schéma pas comme les autres et propre au HPI, ça va être les problèmes de tâches ouvertes et fermées. Un QCM par exemple, y a pas de souci, le choix est restreint, donc on y arrive très bien. Par contre pour une explication de texte, il y a des informations à foison qui viennent dans notre tête et ça en devient vite le bordel. C'est presque impossible de les remettre dans l'ordre en fait. D'ailleurs, si une personne surdouée se retrouve face à une situation qui comporte trop d'informations, elle va se mettre en mode hyper concentré, voire éteint en fait. Ça peut être très agaçant pour l'entourage qui va penser qu'elle ne les écoute pas du tout. J'ai vraiment tenu à rajouter ce dernier axe dédié au conseil que j'aimerais donner à l'entourage, personne et plus particulièrement d'un enfant HPI. D'ailleurs, merci d'être resté jusqu'ici, si vous êtes encore là, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. D'ailleurs, et du fond du cœur, si vous êtes parent d'un enfant HPI, ou qu'il présente des semblances avec ce que j'ai cité avant, faites preuve d'une énorme patience. Tout d'abord, cette patience, il va vous la falloir pour répondre à ces innombrables questions. Oui, ça peut être un peu lourd parfois. Ces questionnements peuvent avoir une réelle importance pour votre enfant. Et lui apporter des réponses peut vraiment lui donner une structure et le rassurer. Parce qu'il a bien plus besoin que vous ne le pensez d'être rassuré en fait. Essayez d'apporter de la précision dans vos réponses et vos demandes à l'enfant rendra les choses beaucoup plus claires pour lui. Ses émotions beaucoup trop fortes et ses réactions démesurées vous donneront parfois l'impression qu'il est capricieux ou insolent. Mais il faut se rappeler que son but n'est pas d'attirer l'attention ou de vous manquer de respect. Bien au contraire. S'il réagit de la sorte, c'est que cela lui paraît totalement justifié. Le blâmer ne fera que renforcer son sentiment d'injustice. Il faut essayer, même si ce n'est pas évident, d'expliquer pourquoi est-ce que la situation qui a amené au conflit est comme ça, et préciser que cela ne nécessitait pas une réaction pareille, tout en lui montrant que vous comprenez ou essayez de comprendre son point de vue. Pour finir, pensez qu'avec un enfant HPI, il vous faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui va essayer de vous ressembler ou de vous comprendre. Il ne fonctionne pas comme ça. C'est à vous de s'adapter à lui. Alors n'essayez pas de lui faire avoir la même perception du monde que vous. Essayez de comprendre la sienne et de lui donner les clés pour avancer. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible et j'espère avoir réussi. Si vraiment le sujet intéresse du monde, peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo plus approfondie sur le sujet. Je voulais aussi préciser que c'est ce livre qui m'a aidé dans mes recherches pour faire cette vidéo. Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. C'est son titre. Il est vraiment très complet, très intéressant et hyper bienveillant. Et je remercie d'ailleurs le Mooner sur Discord qui m'a donné la ref de ce livre. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à jeter un œil à nos réseaux, à vous abonner, lâcher un like et un commentaire si ça vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça fait très très plaisir. Bye bye! Missing someone